Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Thierry Bonetto. Thierry, bienvenue et bonjour. Bonjour Baptiste. Alors Thierry, vous êtes un expert de la formation, j'allais dire, puisque ça fait quasiment plus de 30 ans. Alors vous allez m'infirmer ce que je raconte, mais globalement vous êtes l'ancien directeur du learning et développement chez Danone. Vous êtes aussi le fondateur d'une structure qui s'appelle Learning Futures, qui est, si je me trompe pas et si j'ai bien compris, un cabinet de conseil spécialisé sur ces sujets du learning. Vous êtes aussi impliqué dans un certain nombre d'associations qui se posent la question de comment on devient une organisation apprenante. Je pense notamment à Sol France et au Learning Activist, qui est le biais par lequel on s'est connus. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, peut-être de compléter ce que je viens de dire, Thierry, avec quelques informations complémentaires sur qui vous êtes? Oui, merci beaucoup Baptiste et puis ravi d'être là. Donc effectivement, parcours d'une vingtaine d'années en fait dans le groupe Danone en tant que directeur de développement des compétences, puis en charge effectivement du learning pour le groupe Danone au niveau mondial. Et euh, j'ai eu la chance de travailler sur la politique de formation et l'évolution de l'université d'entreprise, notamment pour développer des dynamiques apprenantes avec une stratégie qu'on avait appelée à l'époque One Learning a Day, un apprentissage par jour, pour créer une culture learning et au-delà de la formation. Mais en fait, ma passion pour ces sujets-là vient d'encore un peu plus loin, parce que j'ai passé une dizaine d'années dans le conseil en organisation, en conduite du changement avant, après une école d'ingénieur. Et en fait, ce que je voulais travailler, c'est l'articulation entre le développement des organisations et le développement des gens qui travaillent et font ces organisations. Et je crois beaucoup à la synergie et la danse, comme je dis parfois, entre l'évolution des orgas et l'évolution des gens, des collaborateurs et des collaboratrices. Donc mon biais, entre guillemets, chez Danone a été toujours de regarder le learning développement comme un outil à la fois du développement des personnes et du développement, du support de la transformation des organisations. Et Danone, pour ça, a été une expérience incroyable puisque la fonction RH a en charge l'organisation et pendant très longtemps, l'organisation et les formations ont été deux piliers d'un même département très proche. Voilà. Et effectivement, j'ai créé Learning Future en début 2019 pour continuer à travailler sur ces sujets-là, à la fois en explorant le futur du learning et en utilisant le learning comme catalyste des évolutions d'organisation, d'où ce nom Learning Futures. D'accord. Et du coup, à titre d'exemple, sur Learning Futures, quel type de mission vous opérez? Je perds sur, d'une part, le montage de programmes de développement et de formation plutôt orientés vers des populations de talents potentiels dirigeants, futurs dirigeants, d'une part. Non pas parce que c'est une population forcément plus importante que les autres, mais j'ai une expérience un peu plus importante en étant en charge de ça dans le groupe Danone. Et je pense que pour cette population-là, il y a un double impact en fait de leur formation pour eux-mêmes, mais aussi pour l'organisation qu'ils pilotent. Donc, ils sont des influenceurs importants. Et puis, le plus clair de mon temps, c'est de conseiller et d'aider les entreprises en matière de conseil de formation pour développer des dynamiques apprenantes, donc de progresser comme organisation apprenante en utilisant différentes approches et en poussant toujours un peu plus loin les expérimentations en matière de learning. Effectivement, alors je vais tout de suite creuser ce sujet-là, de la dynamique apprenante. J'avais une question à vous poser. Alors, j'ai vu que vous aviez pas mal écrit là-dessus. D'ailleurs, il y a une très chouette tribune dans Harvard Business Review que vous avez co-signé, il me semble, sur ces sujets-là. Comment on crée une dynamique apprenante? Est-ce qu'il y a des ingrédients
clés? Est-ce qu'il y a des recettes magiques, des sauces secrètes que vous pourriez nous partager aux éditeurs, aux éditrices de ce format? Alors je pense que la recette magique, c'est celle qui résonne le plus avec la culture de son organisation ou existante ou qu'on veut créer. Et je pense que c'est vraiment un enjeu de chaque entreprise de se dire bah, c'est quoi ma recette ou quelles sont mes recettes magiques qui vont renforcer ma culture. Mais en fait, oui, pour moi, il y a 4 ingrédients à regarder, si je peux, pour répondre plus concrètement à la question. Il y a 4 ingrédients qui me semblent importants à regarder quand on veut travailler sur ces sujets-là. La première dimension, à mon avis, c'est la vision. Euh, c'est à la fois la vision de l'entreprise, quelle entreprise voulons-nous être, ou quelle équipe voulons-nous être si on travaille au niveau de l'équipe. Parce que si la vision est claire, c'est plus facile ensuite de se dire quelles sont les compétences qu'on a déjà pour réaliser cette vision, quelles sont les compétences qu'on doit développer et qu'on n'a pas encore, et du coup s'engager pour les développer. Donc ça crée de la motivation intrinsèque sur le fait de s'engager dans des dynamiques apprenantes. Donc je pense que la première dimension, c'est la vision. La deuxième dimension aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en œuvre des approches learning variées et pas seulement des formations structurées, présentielles ou à distance. Alors c'est ce que beaucoup appellent autour du modèle 70-20-10, qui est un petit peu ancien maintenant, mais qui est toujours intéressant pour se dire, au-delà des formations structurées, donc le 10 en tant que tel, qu'est-ce que l'on peut faire dans notre organisation pour embarquer des apprentissages entre pairs, donc la partie 20%, et qu'est-ce qu'on peut faire pour embarquer aussi de l'apprentissage en situation de travail. Et j'ai toujours été étonné qu'en tant que responsable formation, on passe finalement souvent 90% de notre temps sur les 10% de formation structurée. Et une de mes quêtes, c'est de dire comment créer les conditions en tant que responsable formation pour que une partie de notre métier, finalement, il soit non plus à designer des programmes ou à mettre en œuvre des programmes, mais aussi à créer les conditions d'apprentissage informel entre pairs et en situation de travail. Donc deuxième angle, c'est vraiment en fait notre portefeuille de learning. En quoi est-ce il embarque ces 3 dimensions 70-20-10. Troisième axe, à mon avis, pour trouver sa recette, c'est travailler sur la culture d'apprentissage. Et la culture d'apprentissage renvoie souvent à la culture de l'entreprise finalement. Je prends 2 exemples concrets, si vous voulez, si je suis pas trop long. Le premier, c'est effectivement, ça on le sait bien, les cultures de leadership, de feedback, de coaching. Suivant que ça existe ou pas, on sait que le feedback est une façon d'apprendre en fait, hein, nous sert à apprendre, ça c'est une chose. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je donne, j'ai vu dans une entreprise, c'est une entreprise qui dans son système d'évaluation a comme indicateur en quoi j'ai aidé les autres à réussir. S'il y a un indicateur comme ça dans le process d'éval, évidemment, ça va renforcer ou favoriser l'apprentissage entre pairs. On va plus facilement s'apprendre les uns des autres. Donc troisième dimension, la culture. Et puis quatrième dimension, c'est en quoi est-ce que les équipes, et ça rejoint, je crois, aussi l'expertise de Tim Beckery, en fait, en quoi est-ce que les équipes intègrent dans leur façon de travailler de l'apprentissage. Soit parce que dans les modes de travail, on a des outils d'intelligence collective qui fait que l'on va utiliser les intelligences diverses et variées de tout le monde, soit parce que on a des rituels comme des retours d'expérience de temps en temps, soit parce que on a développé une capacité dans l'organisation à transférer des bonnes pratiques entre les équipes, etc. Donc, en quoi est-ce que dans les façons de travailler, dans les modes de travail, on intègre des éléments d'apprentissage. Et donc ça souvent, c'est pas dans le champ de la direction learning, mais je trouve que c'est là que se trouve potentiellement la plus grosse source de dynamique apprenante. Voilà, longue Ok, réponse, mais vision, pratique learning, culture et organisation. c'est super clair. Et c'est pas grave, on a un petit peu de temps pour discuter, donc vraiment prenons ce temps. Ce format permet ça, de prendre un petit peu de temps pour échanger. Je voulais revenir sur le deuxième point, la variété des formats et la règle que vous avez très bien rappelée, 70-20-10. Je voulais savoir si vous aviez des exemples à partager, alors peut-être de votre expérience chez Danone avec c'est One Learning a Day, c'est ça C'est ça. le nom C'est du. ça. Très bien marketé d'ailleurs, on en a parlé
en off, en introduction, sur la capacité de marketing d'un groupe comme Danone. Est-ce que vous avez des exemples concrets de façons d'apprendre ou de dispositifs que vous aviez ou que vous avez vu ailleurs, vu se mettre en œuvre pour justement, effectivement, renforcer ces situations d'apprentissage, j'allais dire, en situation de travail. Donc concrètement, effectivement, on ne sort pas de notre contexte pour aller dans une salle de classe, qu'elle soit d'ailleurs physique ou virtuelle, mais on apprend, alors, soit entre pairs, soit avec notre équipe. Est-ce que vous avez des choses concrètes à nous partager à ce niveau-là? Oui, je pense d'ailleurs que les leçons de la pandémie et l'utilisation plus importante qu'avant du distanciel, enfin du digital, nous offrent des possibilités de renforcer ça. Alors, je prends un exemple concret que vous pouvez connaître en termes de développement de leadership, par exemple, de soft skills, sur des systèmes de peer learning ou de co-développement, par exemple, où l'on peut imaginer, enfin, un programme, prendre l'exemple d'un programme qui va traiter 4 ou 5 thématiques particulières, comme la confiance, la coopération, l'apprentissage en équipe, etc. Et dans chaque thématique va être, par exemple, traitée à travers une classe virtuelle en petits groupes, dans lequel, par exemple, on va pouvoir apporter de l'inspiration, éventuellement des outils sur sur ce thème-là, et ensuite faciliter les échanges entre les pairs pour partager leurs expériences, leurs challenges, leurs difficultés, euh, afin qu'à la fin de cette session, chacun ait une idée de quelque chose à expérimenter, qu'il ne l'a pas encore fait, et qu'il s'engage ou qu'elle s'engage à expérimenter avant la session suivante, une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines après. Et donc la session suivante, on redémarre par qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quand ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a appris. Et pof, on aborde un deuxième thématique, même rituel, insight, inspiration, échange entre pairs, sorti chacun d'un engagement, ainsi de suite. Donc, un parcours. Alors, on sait aujourd'hui, je fais une parenthèse, on sait aujourd'hui que les parcours, finalement, sont les modes structurés de formation les plus efficaces. C'est-à-dire que c'est pas un one-shot, mais quelque chose qui se passe un parcours qui se passe sur la durée. Et je pense que le digital, pour revenir à mon point d'avant, permet d'avoir des réunions plus faciles en classe virtuelle, ou bien sûr physique si les personnes sont physiquement au même endroit, et une alternance entre ces moments-là, les échanges entre pairs, la mise en pratique, le feedback, le rééchange entre pairs, ainsi de suite. Donc je trouve que c'est un exemple de programme, par exemple, de parcours, qui peut mettre en évidence ce one learning, ces approches en fait structurées, apprentissage entre pairs et mise en application. Effectivement, je vous rejoins complètement sur l'intérêt du CODEF pour le pratiquer des deux côtés, soit en animation, soit moi-même en étant avec des pairs à partager sur des problématiques. Je ne peux que vous rejoindre. Une autre petite question, peut-être, alors très pratico-pratique sur ce format de parcours. Et donc, effectivement, si on dit que dans les ingrédients idéal, c'est effectivement on partage la vision, des modalités variées, la culture, l'intégration à l'équipe. Ce format parcours, dans ceux que vous avez l'habitude de designer, ça dure combien de temps? C'est quel type de cohorte? Est-ce que vous mixez les populations dans l'organisation? C'est quoi un petit peu la bonne équation à ce niveau-là? Alors je trouve S'il y en a une. je sais, ouais, je sais pas s'il y en a une. Je trouve qu'il y a des différentes. C'est comme la cuisine, si j'ose dire. Il y a probablement plusieurs recettes. Mais je pense que la première chose, c'est une question de rythme, de durée, donc la durée du parcours. Et je trouve que la question à se poser pour répondre à ça, c'est de combien de temps les gens disposent. C'est-à-dire que souvent, quand on fait du design de programme, du design de formation, on se dit, on va mettre un programme avec une durée qui correspond à toutes les compétences qu'on a envie que les gens apprennent. Et je trouve qu'on devrait plus réfléchir de temps en temps à quel est le temps que les personnes peuvent à un moment donné investir pour se former, et du coup designer en fonction du temps disponible. Euh, et donc, alors c'est le temps et le rythme. Donc ça peut être une demi-journée par semaine. Je pense que ça c'est assez rare, sur une durée assez courte, style un mois, une demi-journée par semaine. Ça peut être 1 heure par semaine pendant 12 semaines, par exemple.
des choses comme ça. Ça peut être une demi-journée toutes les 2 semaines pendant 4 mois. Mais je trouve que donc c'est un rythme à trouver entre qui combine le temps que les gens peuvent dédier à se former, d'une part, et d'autre part que ce soit pas trop long, quitte à ce qu'il y ait une deuxième série ou une deuxième série qui démarre ensuite. Donc ça c'est la première chose que je voudrais dire. Et puis la deuxième chose dans les ingrédients de la recette, une autre façon de le présenter, c'est ce que moi j'appelle les 3 E. Mais ça revient un petit peu au même, c'est l'exploration, l'échange et l'expérimentation. C'est-à-dire de combiner dans un programme l'exploration. Alors l'exploration, c'est évidemment découvrir un nouvel outil, découvrir un nouveau concept, avoir un intervenant qui nous inspire sur un sujet, avoir quelqu'un d'une autre entreprise qui nous inspire sur un sujet. Donc c'est vraiment explorer. Et je crois beaucoup en fait dans le learning à la notion d'inspiration, pas seulement à ce que l'on nous comment dire inculque un nouvel outil, mais aussi qu'on nous inspire pour nous donner envie de faire différemment. Donc cette notion d'exploration pour moi est importante. L'échange, c'est ce qu'on vient de dire, hein, donc c'est avoir l'occasion d'échanger. Et aujourd'hui, avec les modalités que l'on a, je trouve que avec des échanges entre pairs, je trouve qu'on a un bon groupe quand on est entre 5 à 7 personnes. Mais en même temps, je pense qu'on peut aussi designer des modalités en plus grand nombre, à condition qu'on puisse alterner des moments en très grand nombre dans lesquels on peut partager collectivement tout ce qu'on a appris, et des moments en plus petits groupes dans lesquels on peut être plus intimiste dans les échanges personnels. Donc ça c'est l'échange, et l'expérimentation, c'est donc soit dans le cadre du programme, de la formation, de la session elle-même, soit en alternance avec des sessions dans un parcours. C'est avoir l'occasion d'expérimenter des choses, d'apprendre par l'expérimentation, de se tromper, de faire en sorte que ça marche ou que ça marche pas, de prendre un peu de risque de temps en temps, et d'apprendre de ce qui marche, mais aussi beaucoup de ce qui n'a pas marché. Super clair. Alors, j'espère que les gens qui nous écoutent prennent des notes parce que c'est très très riche. Et merci encore de partager tout ça avec nous. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est un, quand on parle de programme, c'est la fréquence. Et limite, c'est moins la durée que la fréquence à laquelle on va venir avoir des points de contact avec, j'allais dire, nos utilisateurs. Et ça va venir sur le deuxième sujet que j'ai bien retenu. Les collaborateurs à former sont des utilisateurs. Donc effectivement, repartir de leurs besoins et leurs contraintes, c'est en général une bonne façon de s'assurer du succès de son programme. Et en le disant, ça me fait une très bonne transition avec un second point sur lequel je voulais avoir votre retour, qui est celui du ROI de la formation. Pourquoi on forme? Comment on mesure l'impact des formations? Et ça fait aussi écho à ce que vous me disiez en introduction, qui est de dire, alors je vais le reformuler avec mes mots, ça sera sans doute moins bien que vous, en tout cas moins clair que la façon dont vous l'avez formulé, mais dire oui, ce qui m'intéresse c'est le learning, mais le learning au service des gens, mais aussi au service des organisations. Comment on peut effectivement piloter le changement par l'accompagnement des collaborateurs. Du coup, ma question, parce que c'est un sujet sur lequel nous-mêmes on se fait challenger, je ne sais pas si c'est challenger, mais en tout cas, effectivement, on apporte des solutions dans un cadre qui est celui des formations dites classiques, où on va mesurer un NPS, un pourcentage de complétion, par exemple, sur un e-learning, ou une feuille de présence sur une classe, qu'elle soit virtuelle ou physique. Concrètement, comment on mesure le ROI de la formation? Nous, on se bat un petit peu contre ces indicateurs parce qu'on se dit, ben, en fait, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens mettent en pratique avec leur équipe, et moins qu'ils soient là comme des élèves dans une classe. Ça, je sors un peu du cadre quand je dis ça, mais globalement, est-ce que quand vous designez des programmes aujourd'hui, ou comme vous l'avez fait chez Danone, qu'est-ce que vous aviez en tête pour mesurer le retour sur investissement d'un programme, du temps que vous passez à designer un programme, du coût que ça représente en termes de partenaires pour le mettre sur pied, ou de licences quand c'est des produits. Voilà. La question est assez large, mais je voulais savoir un petit peu quel était votre regard sur le sujet. Ouais. Alors, là aussi, je ne peux pas donner de recette parce que si elle était connue, on le saurait depuis longtemps, puisque c'est quand même un serpent de mer, cette question du ROI du learning. Alors, moi, j'aime bien parler d'impact, en fait, plus que de ROI, de travailler sur l'impact. Et en fait, je trouve que
quand on se pose la question, on pense assez naturellement d'abord, et j'allais dire souvent uniquement, à l'impact de chaque programme individuel. Ce qui peut avoir effectivement, c'est une question pertinente, mais c'est pas forcément la seule qu'on peut se poser. Pour un programme, dans mon expérience, dans ce que j'ai pratiqué, j'ai trouvé plutôt performant, c'est d'abord de se dire que tous les programmes ne nécessitent pas forcément de se poser la question du ROI. Il y a à mon avis, des cours ou oui, des sujets ou des formations qui sont tellement courtes ou tellement, j'allais dire, sur des sujets assez simples, assez simplistes, que je suis pas sûr que l'investissement du calcul du ROI soit un bon investissement et qu'on devrait plutôt investir son temps à travailler sur, par exemple, la culture learning plus largement. Et Pour, ces exemples de formation, c'est quel type, juste par pour exemple, une illustrer? formation, alors par exemple, une formation sur l'animation de réunion. Alors certes, on peut voir les résultats que ça donne, mais je trouve que c'est tellement quelque chose que l'on est amené à faire de manière courante que passer du temps, investir du temps pour recueillir le ROI n'est pas forcément pour moi un bon investissement de temps. En revanche, il peut y avoir effectivement des programmes qui le nécessitent. Il y a certains contextes, par exemple dans les formations commerciales, où le ROI est parfois pas trop compliqué à trouver en tant que vraiment de ROI en mesurant les écarts entre les ventes des commerciaux, par exemple, qui participent au programme par rapport à ceux qui n'y participent pas. Donc ça, c'est une chose. Mais sur beaucoup de programmes, notamment des programmes managériaux, par exemple, c'est plus difficile de mesurer un ROI. Et ce que je trouvais intéressant, moi, de mettre en place, ce qu'on a fait, par exemple, chez Danone, pendant un certain temps, c'est des évaluations à chaud, mais aussi à froid, de la part de la personne et de la part de son manager. Peut-être qu'on y reviendra, mais je trouve que le manager a un rôle très important à jouer dans la formation. Et des évaluations, par exemple, en demandant à chaud aux participants, alors tout ça c'est par des systèmes informatisés évidemment, mais en demandant au chaud aux participants ce qu'il ou elle a retenu et ce qu'il ou elle va mettre en place, le système retenant effectivement ce que la personne a dit, et 3 mois plus tard, on va leur poser la question, tu avais dit que tu allais mettre en place ça, que tu allais faire ça, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça a donné? Donc de façon assez customisée et permettant effectivement de recueillir ou de revoir le niveau, alors non pas ROI au sens retour sur investissement financier, mais le retour en termes de mise en œuvre de ce qui a été, d'une partie de ce qui a été appris, avec la possibilité pour le manager de confirmer ou d'infirmer ces éléments-là. Donc ça, c'est un premier exemple, je dirais que je trouve vraiment intéressant. Après, il y a un deuxième élément que je trouve assez intéressant, c'est qu'on pense souvent que la formation, ça sert à développer les compétences. Alors c'est vrai, mais pas seulement. Je pense que ça sert aussi à développer l'engagement. Et je trouve que une autre façon de mesurer, c'est par exemple dans des enquêtes du style baromètre employé, euh, pour regarder finalement l'impact de l'engagement en formation sur l'engagement des collaborateurs au sens large. J'ai également utilisé ça à l'occasion chez Danone et on voit effectivement des impacts, des corrélations, quand on regarde les choses, des corrélations entre le fait d'ouvrir des formations à des gens et leur engagement sur des sujets comme la stratégie de l'entreprise, l'envie de travailler, etc. Enfin, comment on mesure l'engagement dans les baromètres. Et on sait que l'engagement, c'est un facteur important, hein, ce qu'on recherche tous et toutes dans les organisations. Donc je trouve qu'on mesure souvent pas assez l'impact en termes d'engagement des formations. Et enfin, il y a il y a un autre niveau qui est un niveau plus global, de se dire finalement, ce que vous disiez, hein, est-ce que par rapport au budget qu'on met en formation, est-ce qu'on a un retour globalement, ou est-ce qu'on pourrait avoir euh, comment dire, est-ce qu'on met tous les œufs dans le même panier, ou est-ce que l'on investit suffisamment en formation? Et là, on peut avoir des indicateurs, par exemple, d'investissement par rapport au chiffre d'affaires plutôt que par rapport à la masse salariale. Un peu comme en recherche et développement, comme ça existe en R&D. Et puis, on peut aussi avoir des indicateurs qui mesurent la culture learning. Par rapport
aux 4 ingrédients que j'évoquais tout à l'heure, comment les employés se saisissent de ça, par exemple. Est-ce qu'on a l'impression de pouvoir apprendre, je prends l'exemple de One Learning a Day, de poser la question un peu régulièrement aux gens, est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre tous les jours ou pas? Parce que si on a cette culture learning et si elle se développe, finalement, c'est peut-être, ça porte pas sur un contenu particulier, mais ça montre une dynamique d'apprentissage qui va être favorable pour l'organisation. C'est super clair, merci beaucoup. Et effectivement, j'aime beaucoup l'approche, le parallèle que vous faites avec la R&D, parce qu'effectivement, on se rend compte. Alors, j'ai eu un échange avec un autre invité sur le podcast sur effectivement ce phénomène un peu de plateau que peuvent avoir certains collaborateurs au bout d'un moment dans l'organisation. Et on s'est lui me disait qu'effectivement, on se rend compte que le learning peut permettre de dépasser ce plateau, même sans attendre une promotion ou une mobilité interne, et qu'il y a un vrai levier d'engagement des collaborateurs et de fidélisation des collaborateurs. Donc c'est un asset assez fort, une fois qu'on s'est dit ça. Vous me parliez du rôle des managers dans la logique de learning. Je vous ouvre cette porte. Je suis très très preneur de votre retour sur le rôle, la responsabilité, l'impact que peut avoir un manager sur l'apprentissage dans son équipe. Oui, j'avais vu une enquête il y a quelques années qui montrait, enfin qui avait regardé la mise en œuvre, la mise en application des acquis d'une formation entre deux groupes d'apprenants. Un groupe d'apprenants dont les managers s'occupaient en termes de développement, sur lesquels ils ou elles étaient en lien avec leur développement et ils s'occupaient et posaient des questions sur qu'est-ce que tu as mis en œuvre, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi cette formation est importante pour toi, etc. Et puis un autre groupe d'apprenants que les managers laissaient un petit peu tout seuls, entre guillemets, en matière de formation. Et cette enquête montrait que le groupe numéro 1 avait une mise en application des acquis de 28% supérieure au groupe numéro 2. Autrement dit, si on suit, alors au-delà du chiffre lui-même 28, ça peut être 25, 20, 30, mais si on suit cet élément-là, ça consistait finalement à dire que le manager était responsable de plus d'un quart de la mise en application des acquis. Or, c'est ce qui est important pour l'entreprise. Ce qui est important, c'est pas ce que les gens apprennent, c'est ce qu'ils font avec ce qu'ils apprennent. Me semble-t-il, en tout cas. Et donc, du coup, là encore, on se disait, en tant que responsable formation, quel temps passe-t-on à mobiliser les managers pour qu'ils aident leurs collaborateurs et collaboratrices à mettre en œuvre ce qu'ils apprennent? Parce que finalement, tout ce qu'on fait en investi en formation, 25% du résultat va dépendre des managers. Donc, est-ce qu'on s'occupe des managers lorsqu'on construit des formations? La réponse, évidemment, pas si souvent que ça. Donc, je trouve qu'il y a 3 rôles, moi, que les managers peuvent avoir, et je trouve que les responsables de formation nous avons un rôle à jouer pour mobiliser. Le premier, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, c'est le fait de dire comment je peux discuter avec mes collaborateurs sur ce qu'on attend de cette formation et comment on met en œuvre pour soi et pour notre département ce qu'on acquiert. Donc ça, c'est la première chose, avoir des outils ou des boîtes à outils, des box pour pouvoir faire ce genre de choses. J'avais vu une boîte à outils très très simple en fait que vous connaissez peut-être dans l'institut qui s'appelle 70-20-10 Forum, qui suggérait un outil qui s'appelle le 505, qui invite les managers à prendre 5 minutes avant que le collaborateur parte en formation pour discuter des attentes vis-à-vis de la formation. 0 minutes pendant la formation, autrement dit, le laisser tranquille et ne pas lui demander de faire une classe virtuelle, une présentation, un rendez-vous commercial. Et 5 minutes après la formation pour débriefer de ce qui s'est passé et répondre à la question qu'est-ce qu'on va tenter de mettre en œuvre et comment je peux t'aider. Alors au-delà encore du 5 et du 5, hein, qui peuvent rester transformés en 15 et 15, mais c'est vraiment cette idée-là un peu marketée de se dire on prend un peu de temps avant, on laisse pendant, voilà, et on prend du temps après. Donc ça, c'est le premier rôle, à mon avis, qui est important, mais c'est un rôle individuel avec chaque membre. Le deuxième rôle, à mon avis, qui peut être important, c'est d'aider le collaborateur à réfléchir à son développement plus largement que la formation présentielle ou à distance, entre guillemets, structurée dans l'exemple que je viens de prendre.
Et les entretiens professionnels ou les entretiens d'évaluation, suivant les entreprises, donnent cette opportunité-là. Et je trouve que là, du coup, le manager a un rôle plus, comme on dit souvent maintenant, de coach, entre guillemets, pour aider la personne à prendre un peu de recul et de se dire quels sont tes talents aujourd'hui, comment tu te vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans ton poste ou ailleurs, qu'est-ce qui te manque en termes de compétences, comment on peut s'aider à les développer et imaginer des plans de développement qui dépassent ce qu'on entend souvent, à savoir quelle est la formation à laquelle tu veux participer cette année. Donc moi, c'est pas ça la réponse, c'est par rapport à la vision que l'on a de nous-mêmes dans 2 ans ou 3 ans, comment on se développe, là encore, en utilisant différentes modalités avec le 70-20-10. Donc pour moi, deuxième rôle, c'est vraiment d'aider à réfléchir sur son développement. Et puis troisième rôle, pour revenir à ça, c'est comme à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment le manager peut créer des opportunités d'apprentissage dans le fonctionnement de son équipe. Et je trouve qu'on a on n'a pas suffisamment de formations dans nos portefeuilles en général, qui sont des formations en équipe constituée. On fait beaucoup de formations inter-équipe, ce qui a un avantage de cross-fertilisation évidemment, mais je trouve que peut-être que l'équilibre pourrait être revu, parce que je trouve que quand on fait une formation ou quand on a une expérience d'apprentissage en équipe, elle s'ancre beaucoup plus facilement dans la réalité de l'équipe, donc elle a beaucoup plus de sens, elle est ancrée dans la réalité, on prend tous ensemble des mêmes habitudes, on apprend tous ensemble le même outil, on expérimente tous ensemble le même outil, et donc on a plus de chances de continuer à l'expérimenter, à l'utiliser plus tard. Donc je trouve que le manager, c'est le troisième rôle sur comment créer des opportunités de développement au niveau de l'équipe. Et on retombe sur l'une des dimensions importantes de l'organisation apprenante qui est l'apprentissage en équipe. Super clair. Merci beaucoup. Effectivement, je n'avais pas ce chiffre. Je sais plus si c'est 27 ou 28%, mais c'est assez impressionnant. Et effectivement, le rôle du manager est déterminant. J'ai 2 petites questions pour finir parce qu'on s'approche de la fin. La première, c'est que je voulais avoir votre regard sur le contexte actuel de développement du travail à distance, ce qu'on appelle le mode hybride un peu partout. Le fait de dire effectivement il y a eu un avant-après pandémie. Pour les gens qui nous écoutent plus tard, on enregistre ce podcast le jour de la Saint-Valentin 2022. Donc il y a un avant, il y a un après. On a effectivement le télétravail qui se développe de plus en plus, qui met en exergue le besoin d'accompagnement des équipes, le besoin de repenser la manière dont on travaille parce qu'on n'est pas tout le temps à côté les uns des autres. Est-ce que de votre côté et de votre expérience peut-être sur les programmes que vous mettez en place actuellement, comment cette composante travail d'équipe à distance intervient ou en tout cas est prise en compte? Ouais, c'est une question difficile, je trouve, parce que je trouve que l'expérimentation est peut-être un moyen pour progressivement défricher ces nouveaux territoires. Je pense que dans les nouvelles configurations de travail aujourd'hui impliquent du point de vue learning 3 choses. La première chose, c'est, on en parlait tout à l'heure, d'avoir évidemment beaucoup plus de choses à distance, et donc de concevoir des programmes à distance et pas seulement transformer des programmes existants en présentiel en programmes à distance, donc d'avoir notamment avec cette question d'alternance entre inspiration, mise en œuvre et partage, et donc de travailler beaucoup plus sur le digital. Donc ça, c'est un petit peu évident. La deuxième chose, c'est, je pense que ça renforce l'importance de responsabilisation des apprenants dans leur apprentissage, et donc donner des outils sur comment j'apprends, et donc sur apprendre à apprendre, sur des modalités d'apprentissage de façon répartie, distribuée, soit à titre individuel, moi personnellement, soit en équipe. Donc je trouve qu'on a plus de rôle au niveau responsable learning de fournir des moyens ou des idées aux gens pour apprendre en autonomie. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, je pense que le learning a aussi une fonction sociale, de rassemblement social, de partage de culture, de partage de pratiques,
Et donc, je trouve que c'est important de garder des opportunités, de réunir les gens. Alors, si on peut pas le faire en présentiel, de le faire à distance, mais de réunir les gens dans une intention, pas d'apprendre de nouvelles compétences, mais juste de se retrouver socialement. Et de partager ensemble ce qu'on a envie de partager, de se dire comment ça va pas, etc. De partager comment on vit les choses. Donc je pense que ces trois dimensions-là, ces trois impacts-là, au moins, sur les objectifs en fait et les modalités d'apprentissage. C'est très clair. Alors, on arrive sur la fin. Vous m'avez beaucoup partagé comment vous aidez les autres à apprendre, mais j'avais une question à vous poser, c'est comment vous apprenez? Comment vous vous tenez au courant? Comment vous développez de nouvelles idées? C'est quoi votre routine d'apprentissage ou vos routines d'apprentissage? Ah oui, c'est une bonne question. Alors d'une part, c'est très régulièrement de lire ou d'écouter podcasts, vidéos, articles, etc. Sur LinkedIn ou ailleurs. Et vraiment de se nourrir de ce que les gens peuvent dire autour de moi, une première chose. Deuxièmement, on l'évoquait un peu au début, j'ai la chance d'animer deux clubs, dont le club Learning Activist, et ce sont des forums extraordinaires pour partager nos expériences entre responsables learning, et donc évidemment d'apprendre des uns des autres. Peut-être deux mots sur les learning activists, quelle forme ça prend, quelle fréquence de réunion? Oui, c'est un club qui est maintenant très ancien, qui rassemble des gens qui sont passionnés du learning, qui sont soit directeurs ou directrices learning, soit directeurs directrices learning digital, pédagogie. Donc, c'est pas forcément des patrons learning, mais ça peut être des gens qui travaillent dans ces dimensions, mais toujours avec cette envie de transformer, de faire bouger les lignes dans ce domaine-là. Et on se rencontre à peu près 6 ou 7 fois par an pendant une demi-journée, avec un agenda que l'on co-construit, d'une part, pour partager, bien sûr, mais aussi quelquefois pour co-construire des choses ensemble, pour mutualiser des choses. Et depuis 4 ans également, 5 ans même, on organise aussi un événement annuel qui s'appelle le Sharing Day pour élargir ce club qui regroupe 20-22 personnes à 150-200 personnes qui sont les gens qui travaillent dans les équipes de ces différentes entreprises. Voilà, et donc ça, ce genre de choses pour moi est très riche également. Et puis le troisième élément, c'est de d'accueillir, voire de provoquer des rencontres, même sans que la proximité d'intérêt soit claire au départ. Je trouve que euh, j'aime bien la phrase qui dit que parfois les routes les plus prometteuses sont celles qui sont les moins empruntées. Euh, et donc je trouve que rencontrer, donc je suis toujours intéressé à rencontrer, curieux de rencontrer des personnes de différents horizons qui peuvent aider soit à apprendre, soit à connecter. Je raconte peut-être une petite histoire si une minute. Je suis assez fan de Learning Expedition. Donc le fait d'aller rencontrer des organisations qu'on ne connaît pas vraiment pour apprendre de ce qu'elles font et pourquoi elles font ce qu'elles font. Et dans mon rôle chez Danone, j'avais eu l'occasion d'organiser une Learning Expedition notamment pour des DRH pour réfléchir sur les futures stratégies RH du groupe Danone. Et on avait organisé deux learning expéditions avec 70 personnes à peu près, 70 DRH du groupe. L'une de ces learning expéditions était en Chine pendant à peu près une semaine. Et l'une des organisations qu'on a rencontrées était un groupe de moines bouddhistes. Comme je l'ai dit, aucun rapport a priori avec les yaourts ou l'eau. Et en fait, on a discuté notamment dans la conversation de comment ils apprennent. Et notamment, il racontait que un des modes, c'est effectivement de méditer pendant des heures et des heures en répétant une phrase pendant très longtemps pour trouver la voie et la quête, enfin la voie vers la quête qu'il recherche. Et du coup, ça nous a amené une question qui était de dire, mais qu'est-ce qui fait que vous, dans votre vie, vous allez
réussir la quête que vous recherchez. Et je me souviens encore de sa réponse, ça fait très longtemps. Il a répondu « Meeting the right people », rencontrer les bonnes personnes. Et je me suis dit à ce moment-là, mon boulot chez Danone de directeur learning est assez simple, il faut que j'aide les gens à rencontrer les gens. Donc voilà, le troisième élément, c'est rencontrer les gens. C'est très clair. Et on va conseiller à tout le monde de mettre en pause le podcast, prendre son téléphone, mais absolument, sur LinkedIn et envoyer une invitation à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Exactement, une pratique très simple, un apprentissage dans les organisations, c'est exactement ça, c'est de dire j'ai envie d'apprendre, je suis dans le marketing, j'ai envie de savoir plus par la finance. Ok, ben je vais identifier 2 ou 3 personnes qui travaillent dans la finance et on va proposer de déjeuner ensemble, prendre un café et puis de partager. Donc ça coûte rien, c'est plutôt agréable et c'est une façon d'apprendre. C'est super clair et c'est aussi l'un des objectifs de ce rendez-vous. Donc c'est bien, on reboucle par une belle mise en abîme sur ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie infiniment Thierry, c'était très très riche. Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette expérience, tout ce savoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon moment, merci beaucoup Baptiste de m'avoir invité, puis des questions. Ben, merci à vous et puis je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour un prochain épisode. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.